Ici, Radio Pondre. Les toujours confinés parlent aux beaucoup moins confinés. Ici, Radio Pondre. Les toujours confinés parlent aux déconfinés, mais pas déconfis. Bienvenue Thomas, bienvenue Nathalie. C'est la dernière fois que vous entendez ce générique. C'est donc un Bordeaux Foot déconfiné et je laisse la parole à Thomas. Merci Eric. Oui, bienvenue les amis. C'est la dernière donc, de ce Bordeaux Foot en déconfinement. On en a fait quand même de combien de numéros? 9 Eric, quasiment 9-10. Un truc comme ça. C'est ça. Et le seul message codé, c'est Bordeaux Foot sera de retour. Je répète, Bordeaux Foot sera de retour. Voilà. C'était le message codé de 11h33. Pour cette dernière, les amis, on va parler un petit peu chocolat. J'ai eu la chance il n'y a pas longtemps de rencontrer une auteure qui a sorti un livre, un dictionnaire exquis sur le chocolat. Et on a parlé donc de belles choses. Et je me suis dit, tiens, ce sera l'occasion de la rencontrer et de l'inviter et de parler de bonnes choses. Bonjour Nathalie. Salut Thomas, moi aussi j'ai un message codé. Le chocolat ne fait pas grossir. Je répète, le chocolat ne fait pas grossir. Et le chocolat fait du bien. Ouais, tu es là avec nous aujourd'hui parce qu'on va parler de plein de choses. On va parler donc de ton dictionnaire. On va parler aussi d'un podcast que tu réalises oui. Qui s'appelle La plume sous le masque. Voilà, t'es à l'épisode 6. J'en suis au 9. Je vais poster probablement le 10 demain. C'est un podcast littérature et gastronomie. Parce que j'ai une passion pour la littérature autant que pour la gastronomie et l'histoire, j'ai envie de te dire. Et c'est vrai que pendant le confinement, j'ai eu envie de lire utile et de transmettre des choses. Et ça m'a paru un bon moyen de parler de nourriture à travers la littérature et surtout à travers des grands classiques qu'on peut redécouvrir justement dans les périodes comme ça un peu hors du temps. Donc je me suis lancée là-dedans et je les ai tous postés sur Facebook. Alors qui même me suivent, cela dit c'est un Facebook ouvert. Donc vous tapez Nathalie et là et vous me trouvez. Je croque dans une tablette de chocolat comme sur l'image que vous voyez, c'est facile à repérer. Et vous pourrez écouter, puis ensuite je pense que je les mettrai sur plusieurs plateformes. Voilà. Et bon, on va en parler tout à l'heure parce que tu vas peut-être nous faire un focus sur le prochain en deux mots. Donc tu es journaliste en presse écrite et en radio. Tu as eu le prix en 2016, le prix Amuntadegui Kurnonfu. Et tu as été animatrice sur Europe 1, RTL. Et France Bleu. Et France Bleu. On salue. Comment tu es tombée dans le monde du journalisme? Et après, pourquoi la gastronomie? Je suis tombée dans le monde du journalisme par ma gourmandise. C'est-à-dire que c'est assez drôle, c'est la première fois qu'on me pose cette question. C'est véridique ce que je vais vous raconter, mais j'avais une vingtaine d'années, j'étais parisienne et je rencontre un jour une charmante dame qui avait ouvert à l'époque une petite boutique, une petite cantine où on vendait des panini. C'était la grande mode des panini il y a quelques années de cela. Et on sympathise. Et elle me demande ce que je faisais dans la vie. Moi, j'avais une formation de comédienne au cours Simon, entre autres. Je faisais un peu de mannequinat. Enfin, ça, c'était avant le chocolat et avant le reste, hein, je précise. Je faisais du mannequinat, je faisais un peu de figuration, de silhouette, cinéma, télé, des choses comme ça. Mais je n'avais pas vraiment de profession définie, mais je savais déjà que j'aimais écrire et j'écrivais. Et alors un jour, elle me dit, mais tu sais, mon mari est dans la presse, donc il était à l'époque dans le groupe Philippe Aki, c'est-à-dire le groupe Lagardère actuel. Il dirige une revue, tu devrais aller le voir. Donc un peu comme ça, elle m'a poussée à aller montrer mes écrits à son mari qui m'a engagée. C'est comme ça que je suis rentrée dans la presse écrite. Et puis après, de fil en aiguille, la radio est arrivée, à la télé aussi un petit peu. Donc je mène un peu toujours différentes activités de front entre eux. La presse, l'édition aussi bien sûr, et puis la télé, la radio. Donc là, tu es là, on va parler de ça, mais moi je voulais m'arrêter un instant sur ton dernier livre, que j'ai eu la chance de lire, que je me suis même éclaté à le lire. C'est Dictionnaire exquis du chocolat. Tu en as sorti beaucoup. Tu as sorti un livre sur les légumes en 2018, tu as même fait des livres sur les kebabs. En
le livre sur les légumes auquel tu fais allusion, c'est le titre qui a induit en erreur parce qu'il s'appelle Même les légumes ont un sexe, c'était paru chez Solar. Et c'est pas un livre sur les légumes, c'était un livre sur les parallèles entre la gastronomie et la sexualité. Et l'éditeur a cru bon de titrer Même les légumes ont un sexe pour faire un petit clin d'œil. Voilà. Mais sinon, j'ai sorti effectivement beaucoup de livres. J'en suis à 32, je crois. Et j'en ai fait donc beaucoup de livres de recettes depuis. J'ai fait des livres aussi de recueils de critiques gastronomiques. J'ai commencé en 2000 en fait l'édition, donc ça fait pile 20 ans cette année. Et puis donc beaucoup de livres de recettes. Et puis aujourd'hui, c'est vrai que je suis beaucoup axée sur l'histoire, la consommation, l'histoire des aliments, etc. Je dérive un peu parce que la recette c'est super, mais je pense qu'il y en a beaucoup, il y en a peut-être même trop. Et moi, j'aime bien raconter aussi tout ce qu'on ne raconte pas habituellement derrière la cuisine. À savoir que derrière une assiette bien garnie, il y a toujours une histoire, l'histoire d'un aliment, comment il est venu jusqu'à nous, l'histoire peut-être aussi d'un cuisinier qui l'a cuisiné pour la première fois, qui l'a servi pour la première fois, les circonstances. Enfin, je trouve qu'il y a tout un contexte assez fascinant qui entoure nos assiettes. Et moi, ce qui me plaît, c'est ce storytelling-là. On va parler donc du fameux dictionnaire du chocolat. Tu as travaillé avec, tu vas aller voir donc des chefs, donc des chocolatiers, tu racontes l'histoire du chocolat, des recettes, tu vas voir des chefs. Bordeaux, c'est Thierry Lallé de chez Saugnon. Oui, j'ai eu un coup de cœur pour Thierry et son travail. Je trouve que c'est un artisan merveilleux, je trouve que c'est quelqu'un adorable en plus dans la vie et puis qui fait... Alors moi j'ai eu un coup de cœur sur les fameuses minettes bordelaises de Saugnon. Parce que bon, ces cerises, normalement, alors faut savoir, c'est quand même assez incroyable parce que d'habitude j'ai horreur, mais vraiment horreur du chocolat à l'alcool. Je trouve que c'est un mélange qui fonctionne pas. Et quand j'ai découvert la guinette de chez Saugnon, bah, j'ai eu un vrai coup de cœur, j'ai adoré, j'ai eu du coup envie d'en savoir plus. J'ai découvert une très ancienne maison, un artisan très humble qui fait un travail exceptionnel. Et de grande qualité. Et puis il y a tout un décorum, je sais pas, autour de même ses boîtes, sa boutique. Je trouve qu'il y a une âme, il y a un cachet, il y a quelque chose de cette France intemporelle dont je suis amoureuse. Et j'ai vraiment eu un coup de cœur absolu pour son travail. Et la ville de Bordeaux, pour moi, reste associée évidemment à des souvenirs gourmands aussi, par ailleurs, pas seulement chocolatés. Tu es descendu plus bas dans le sud-ouest à Bayonne, ville du chocolat, le fameux chocolat de Bayonne, la maison Cazenave, entre autres. Oui, Cazenave, c'est une grande maison. Il y a quelqu'un que je salue s'il nous écoute, Florian Bénac, qui est un jeune chocolatier merveilleux qui reprend un travail dans cette maison qui est une institution de Bayonne. Mais il y a aussi d'Arénat, il y a aussi des gens, Monsieur de Chocolat, il y a aussi beaucoup de gens qui font un très beau travail là-bas. Et surtout, c'est une ville, alors là, pour le coup, ça a été une découverte incroyable, Bayonne, parce que donc j'ai eu la chance d'être invitée comme marraine de l'édition 2019 de Bayonne 400 chocolats par Jean-Paul Carrère, je salue au passage, qui est le président de l'Académie du chocolat de Bayonne. Et j'ai découvert une ville extraordinaire, mais surtout un passé, un sens autour du chocolat, une histoire autour du chocolat qui n'appartient qu'à Bayonne, qui est vraiment la ville, la porte d'entrée du chocolat en France, chose qu'on ignore totalement. Et c'est une histoire assez fascinante et qui méritait vraiment qu'on se penche sur elle. Donc c'est vraiment une très très belle découverte, Bayonne. Bon, on rappelle donc rive droite, Saint-Esprit, le chocolat, c'est juste par les Juifs. Les Juifs chassés par l'Inquisition, qui arrivent à Bayonne, 16e siècle, 17e siècle, et qui ont des liens particuliers. Il faut savoir que, je rappelle que le chocolat a été découvert par Hernán Cortés, un conquistador espagnol, en 1520. Il est donc sur la terre native du chocolat, il est donc en Amérique du Sud, et il va ramener le chocolat, enfin plus exactement la fève de cacao brute, et tellement brute qu'on ne sait pas encore exactement comment l'utiliser. Le chocolat bu par les Aztèques n'avait évidemment rien à voir avec notre chocolat, et puis surtout on ne solidifiait pas le chocolat, et la tablette n'existait bien sûr pas du tout. Et donc, ces juifs de Bayonne, donc chassés par l'Inquisition espagnole et portugaise,
avait des liens privilégiés avec une diaspora juive qui était basée notamment dans l'actuel Venezuela, enfin dans toute cette Amérique du Sud, où poussaient les fèves de cacao. Donc ils ont réussissaient à se procurer finalement assez facilement des fèves et ils les travaillaient pour en faire cette boisson chocolatée qui est devenue si furieusement à la mode. Mais eux étaient de simples ouvriers, c'est-à-dire que imaginez-vous qu'à l'époque, avec une simple table de pierre particulière incurvée qu'on appelle la pierre à chocolat, le métate des Aztèques, la pierre à chocolat en pente, on pilait à la main avec une sorte de mortier très dur ces fèves, on les faisait griller, on les torréfiait par un petit feu allumé en dessous et on arrivait à transformer ces fèves en boisson. C'était un travail incroyable et c'était un travail réalisé encore une fois uniquement par des ouvriers très modestes de Bayonne, de Pont-Saint-Esprit, qui traversaient la rive, qui traversaient la Dour pour aller à domicile chez des particuliers fortunés qui avaient à la fois les moyens de se payer ces fèves, la main-d'œuvre qui allait avec et l'ustensile principal, c'est-à-dire la chocolatière en cuivre, en argent ou en vermeil, dans laquelle on battait ce chocolat pour en faire une boisson mousseuse. Donc c'est une histoire extraordinaire qui est parvenue jusqu'à nous et c'est encore une fois Bayonne est la porte d'entrée du chocolat en France. On n'aurait pas de chocolat en France s'il n'y avait pas eu les Juifs de Bayonne. Tu proposes aussi dedans 40 recettes incontournables, donc mousse, ganache, brownie, charlotte. C'était vraiment pour rendre ce dictionnaire un peu plus ludique? En fait, c'est un peu triste à dire, mais je pense que même s'il y a une avalanche de recettes sur Internet et une avalanche de livres et d'émissions et de magazines, etc., et que la recette est devenue un peu une sorte d'obsession, ça je trouve ça assez curieux d'ailleurs. Si tu ne présentes pas de recettes dans un livre qui parle de cuisine, on a l'impression que ça n'intéresse pas les gens. Alors qu'en fait, les recettes, finalement, elles sont vraiment, vraiment partout. Et elles sont vraiment multipliées à l'infini. Il y a je ne sais pas combien de pages Google, par exemple, de recettes de fondant au chocolat. Idem pour la charlotte, idem pour la mousse, etc. Mais les gens ont besoin de cette parenthèse-là et je pense que c'est un peu un réflexe malheureusement commercial. Donc moi j'ai mis des recettes qui sont, cela dit, mes vraies recettes à moi, c'est-à-dire qu'elles sont toutes testées, c'est des recettes certaines de famille auxquelles je tiens beaucoup. Bon, il n'y a rien c'est pas une innovation incroyable, mais ce sont des recettes qui fonctionnent et c'est déjà pas mal. T'as mis combien de temps pour les classes? Est-ce que tu as eu par moment des difficultés à trouver ton bonheur ou est-ce que d'être descendu à Bayonne, ça t'a complètement... Alors, je vais être très franche, j'ai mis 2 mois à l'écrire, ce qui est un record. J'ai mis 2 mois à l'écrire, pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai eu cette idée au mois de... On va dire en 2018, et puis j'ai cherché à rencontrer un grand éditeur parisien dont je ne citerai pas le nom, qui m'a reçu et qui ensuite m'a refusé le travail en prétextant que je n'étais pas assez bankable et qu'il voulait le donner à quelqu'un de très 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 connu, sans avoir trouvé la personne, mais en remerciant quand même gentiment au passage de lui avoir donné la bonne idée. Donc, en clair, il voulait me piquer mon travail. Donc, je me suis pas démontée. J'ai frappé à quelques portes et j'ai eu la chance que la maison Albin Michel, qui est aussi une très grande maison d'ailleurs, bien plus grande que l'autre au final, s'intéresse à mon travail et me dise eh ben, Nathalie, on vous édite et on va le sortir en effet pour commémorer notamment les 25 ans du Salon du Chocolat, etc., etc. Donc j'ai eu beaucoup de chance. Et j'ai dû par contre mettre les bouchées doubles pour écrire mon livre vraiment en 2 mois, ce que j'ai fait et j'étais très fière de pouvoir dire que je l'ai fait en travaillant littéralement jour et nuit, mais vraiment jour et nuit. J'avais ce qu'on appelle la crampe de l'écrivain à force de taper sur le clavier, mais j'ai réussi à sortir mon manuscrit. Je l'ai pondu, voilà, pour vous rappeler quelque chose qui vous tient à cœur. Et je l'ai pondu et ensuite il est sorti au mois d'octobre 2019. Si vous avez des questions à poser à Nathalie pendant ce direct sur la page Facebook de Bordeaux Food, donc sur le direct, laissez-nous vos questions et Nathalie répondra avec grand plaisir. Je salue Nami Guy Charnot, Frédéric Roux, Isabelle W Puissante qui regardent entre autres la vidéo. Ne vous gênez pas. Dis-moi Nathalie, entre autres pendant ce confinement, j'ai cru voir passer que tu t'étais mis toi aussi au podcast. Oui.
c'est quoi? C'est vraiment pour continuer cet esprit littérature et gastronomie? Comment l'esprit t'est venu? C'est quoi? Tu voulais tenter autre chose? C'est-à-dire qu'en fait, moi, je lis énormément. C'est vrai que c'est un peu ma... Bon, non seulement j'ai une collection énorme de livres de cuisine, anciens, modernes, j'en ai à peu près 4500 chez moi. Mais en plus, je lis pas que ça, je passe ma vie, en fait, dès que je peux, j'ai un livre dans les mains. Tu le sais d'ailleurs, Thomas, parce que tout à l'heure, j'ai pas voulu la caméra. Tu étais en train de lire un livre, je crois, sur la nourriture au Moyen-Âge. Du Moyen-Âge à nos jours, oui, c'est un livre d'un historien et en effet, je lisais un livre sur le choix des aliments et les pratiques alimentaires. Mais ça, c'est pour un travail que je fais aussi. Bon, bref, mais je lis aussi beaucoup de livres, de romans, en fait. Et je me suis dit, au début du confinement, que j'avais très envie de relire notamment un auteur que je vénère littéralement, qui est Émile Zola, où j'avais lu plusieurs fois au cours de ma vie, j'ai lu son œuvre, Les Rougon-Macquart, les 20 volumes, et je me suis dit, tiens, je vais les relire. J'ai le temps, je vais les relire. Et puis en relisant notamment un que j'adore, qui n'est pas très très connu, qui s'appelle Pot-Bouille, qui parle de la bourgeoisie, enfin plutôt de la petite bourgeoisie, de ses pratiques, de sa mesquinerie, et où la nourriture joue un rôle essentiel aussi, même s'il est beaucoup moins connu que Le Ventre de Paris. Je me suis dit que j'avais envie de transmettre cet amour pour Zola, pour son œuvre, et également la gastronomie. Et puis j'ai vu dans l'œuvre de Zola les parallèles entre des comportements bobos d'aujourd'hui, et je me suis dit que c'était intéressant d'en parler. Et donc j'ai commencé à écrire, et je me suis dit que ce serait bien de lire aussi l'extrait. Donc en fait, ce sont des podcasts, La Plume sous le masque, où une partie est comment dirais-je, consacrée à une sorte d'introduction que je fais, que j'ai écrite, où je raconte un peu, je situe l'œuvre, le contexte, l'auteur, etc., le message. Et ensuite, j'ai choisi un extrait qui se rapporte évidemment à la nourriture et que j'ai lu. Et donc, ça a marché, je me suis amusée à en faire d'autres, en revisitant un peu, comme ça, toute cette grande littérature, notamment du 19e. Donc, il y a du Flaubert, il y a du Dumas, Alexandre Dumas, il y a, après, au 20e siècle, il y a Colette, il y a plein d'écrivains, en fait, pour qui j'ai eu des coups de cœur. Et là, je m'apprête à mettre en ligne un podcast. Le prochain sera sur... alors, c'est assez drôle, c'est sur la comtesse de Ségur. Pourquoi la comtesse de Ségur? Qu'est-ce qu'elle a en lien, la comtesse de Ségur, avec la partie gastronomie? Alors, il y a une chose très évidente, si tu veux, que ce soit dans Les Malheurs de Sophie, ou dans Les Petites Filles modèles, ou dans Les Grandes Vacances, la nourriture joue un rôle prépondérant souvent, notamment par exemple dans Les Malheurs de Sophie, elle est très souvent prise en défaut pour sa gourmandise et punie à cause de sa gourmandise. Or, il faut savoir que la comtesse de Ségur, dans son enfance, a eu la malchance d'avoir une belle-mère, donc la seconde épouse de son père, très très dure avec elle, probablement tyrannique, et qu'elle a elle-même manqué de nourriture. C'est-à-dire qu'elle a subi des privations, elle a subi le fouet, elle a subi des privations assez terribles. Et je pense que c'est un tel traumatisme que ça ressort, y compris dans ces contes pour enfants qui sont beaucoup moins innocents qu'on ne le croit. Et donc, dans des pages entières de la comtesse de Ségur, il y a vraiment des transcriptions à la fois d'aliments. Par exemple, il y a une sorte de chapitre des Malheurs de Sophie, peut-être ce sera celui-là, je ne sais pas encore lequel je vais mettre, mais où on voit Sophie qui se goinfre de pain bis et de crème encore chaude, et elle en mange tellement qu'elle en est malade, etc. Et elle est punie cruellement de sa gourmandise. Donc il y a toujours cette obsession. Donc la gourmandise est vécue comme un péché capital chez la comtesse de Ségur. Attends que ça. Oui, comme un péché. Le péché de gourmandise existe dans la religion catholique. C'est vraiment quelque chose qui est répréhendé, réprimé. Et donc, je trouve que c'est intéressant, par le biais de contes pour enfants et qui sont de prime abord très innocents, voilà, on est dans la bibliothèque rose, etc. Et en fait, derrière, eh bien, il y a la gourmandise qui est vécue comme un péché, comme une source d'angoisse, de punition, de conflit. Et ça, je trouve que c'est un aspect très intéressant et qui n'existe pas chez les autres écrivains. C'est vraiment propre à la comtesse de Ségur. On va parler de nourriture, on va continuer, mais tu parlais tout à l'heure de littérature et nourriture. Ben là, on va passer sur l'aspect nourriture. J'ai juste eu un petit bug.
de propos. C'est quoi ta Madeleine de Proust? Est-ce que tu as une Madeleine de Proust? J'en ai plusieurs. En fait, je suis tellement gourmande que j'en ai plusieurs, mais c'est vrai que c'est plutôt du côté du sucré, hein, même si j'apprécie énormément le salé, je cuisine beaucoup, etc. C'est vrai que j'aime beaucoup, beaucoup le sucre. C'est quelque chose dont je pourrais difficilement me passer, très sincèrement. Et en fait, j'ai trois madeleines très, très fortes en moi, en fait, parce que ça remonte évidemment à l'enfance. Alors, je dirais que en tête de liste, j'aurais peut-être les crêpes que je fais toujours aujourd'hui, qui sont des crêpes du nord de la France. Moi, je suis née dans le Pas-de-Calais. Et dans le Pas-de-Calais, on utilise énormément, dans la pâtisserie, on utilise la levure de boulanger, la levure fraîche de boulanger, levure de bière. Et ce qui signifie qu'en fait, on fait des pâtes levées. Beaucoup, beaucoup de pâtes levées. Des pâtes levées, mais c'est quoi? C'est pas le même type de recette que la gaufre, non? Non, alors justement, non, on fait des crêpes à la pâte levée. C'est-à-dire que, si tu veux, pour te donner un ordre d'idée, ça ressemble un peu en consistance, en texture, à un blinis, mais c'est pas un blinis non plus. Donc c'est plus large, c'est de la taille d'une crêpe, mais c'est gonflé. Ça pourrait presque être une crêpe soufflée, mais ça l'est pas non plus. C'est vraiment très spécifique. Et moi, j'ai ce souvenir d'avoir goûté ça donc chez une de mes cousines, chez sa maman qui cuisinait extrêmement bien. Et il y avait toujours, elle avait une ferme. Et quand on arrivait, il y avait toujours un immense saladier qui débordait de pâtes levées parce que la levure, l'action du soleil, de la chaleur, enfin bon, bien quand il faisait, même qu'il ne faisait pas soleil, mais la pièce était toujours bien chauffée. Donc ça montait énormément. Et il y avait cette odeur très particulière de la levure fraîche et ensuite de la crêpe qui cuisait dans laquelle on glissait, enfin qu'on saupoudrait plutôt de cassonade ou de vergeoise, ce sucre très particulier aussi, propre au nord de la France. Et ça, c'est un souvenir, c'était la première Madeleine de Proust. Après, la deuxième, j'ai une passion pour un dessert, alors pour le coup, qui est aussi sophistiqué que la crêpe était rustique, c'est le Mont Blanc. Le Mont Blanc, oui. Avec la fameuse double crème de gruyère ou pas du tout? Le Mont Blanc avec la crème, c'est la crème de marron, crème chantilly et meringue. Donc, c'est un socle de meringue, de la chantilly et la crème de marron, enfin, la purée de marron légèrement vanillée qui est dressée à la poche à douille en vermicelle dessus. Parce que moi, le Mont Blanc suisse que je connais, qui est la version sucrée, c'est meringue. Ah oui, peut-être moi avec des groseilles, mais tu mets de la double crème de gruyère. Ah ben je connais pas, mais alors je pense que ça, il faudra que tu me fasses goûter, Thomas, parce que ça non, mais c'est un classique en Suisse. Moi, j'ai eu la chance de découvrir ça à Genève. C'est bon, mais ça te tombe dans les hanches, pour être honnête. Et alors, comment te dire, le Mont Blanc dont je te parle, il tombe pas ailleurs non plus. Hein. Il n'y a pas de problème. Il rate pas sa cible, si tu vois ce que je veux dire. Mais pas du tout. Hein. Il rate pas sa cible. Bon, en tout cas, ça, c'est aussi un dessert emblématique que j'aime énormément. Et puis, évidemment, je devrais te parler du chocolat, parce que tout ce qui est chocolaté, bon, j'aime énormément. Mais ça, je ne sais pas si on peut dire une madeleine. C'est peut-être parce que c'est moins lointain, mais j'aime énormément le fondant que je fais au chocolat, dont la recette est dans mon livre, dans mon dictionnaire exquis, parce que c'est un fondant à la fois très simple et en même temps très chocolaté, en même temps pas trop sucré, et en même temps un peu coulant mais pas trop, voilà. Donc ça, c'est les trois choses, je dirais, qui sont indissociables pour moi du plaisir de la table, en tout cas du plaisir sucré de la table. Une Madeleine de Proust salée peut-être? Une parmi tant d'autres, il y en a tellement qu'on pourrait y passer des heures. Oui, alors j'adore le sobuco, parce que j'avais un grand-père italien d'origine napolitaine et avec tout ce charme, la voix cassée, le sourire, un joueur de cartes frénétique comme sont les Italiens.
espèce de voilà. Et c'était un bon cuisinier pour 2-3 choses, notamment sa sauce tomate et son ossobuco. Et alors l'ossobuco de mon grand-père, j'ai la chance d'avoir la recette exacte. Et c'est vraiment un plat que je refais aussi de temps en temps, et je trouve ça absolument merveilleux avec la garniture très particulière, ce condiment qu'on met à la fin, qu'on appelle la cremolata, qui est un mélange de zeste, de citron, d'orange, d'ail, de persil haché. Bon, quand on saupoudre le plat, puis ce jarret de veau qui a confit au four très longtemps, avec de la tomate, avec du céleri. Enfin, je trouve ça absolument délicieux. Ouais, c'est une de mes nombreuses madeleines salées. Qu'est-ce que ça représente pour toi, tout ça, ce monde de la nourriture, des boissons? Qu'est-ce que c'est pour toi tout ça? Qu'est-ce que ça représente vraiment? Ah ben ça représente, c'est-à-dire que je dirais que ça fait partie intégrante de moi, c'est ma personnalité, c'est-à-dire que je suis vraiment, pour le coup, tombée dans la marmite, alors pas comme un chef ou quoi que ce soit, mais je pense que je suis née pour parler de ça, faite pour parler de ça, écrire sur ça. C'est quelque chose qui est une composante de ma personnalité, même si je peux écrire sur d'autres choses, parler d'autres choses. Ça me touche, c'est quelque chose ça fait tellement partie de ma vie depuis si longtemps que j'envisage pas de vivre sans l'amour de la cuisine. Mais l'amour de la cuisine, ça ne veut pas dire que je vais me poster à regarder Lignac devant M6. Ça m'intéresse pas, ça, par exemple. C'est pas la chose que je vais revendiquer. Moi, ce que je vais aimer, c'est aller à la découverte de notre passé et de notre patrimoine culinaire. Je crois que c'est la chose pour moi la plus essentielle. Un patrimoine culturel qui continuera à grandir de jour en jour sur le patrimoine culinaire. Alors, j'espère que surtout on va l'entretenir et pas l'oublier. Là, il y a une frénésie culinaire depuis quoi? Depuis 2004-2005 à peu près, encore plus intensifiée, je dirais, en 2010. Il y a une frénésie culinaire aussi là avec le confinement qui a été très important. Mais je ne voudrais pas qu'on pense que la cuisine, c'est juste voir quelqu'un à la télé ou qui devient chef en 3 mois. Je pense que c'est pas ça. Je pense que la cuisine, c'est aussi de se pencher sur les... Moi, j'ai une génération pour les cahiers de recettes de nos grands-mères, par exemple. Se pencher sur l'ADN, le patrimoine familial culinaire quand on a la chance d'en avoir un, notre patrimoine à tous culinaire ou régional. Ce qui fait qu'on ne mange pas la même chose à Bordeaux qu'à Bayonne, qu'à Toulouse, qu'à Paris, que chaque région a son terroir, ne pas l'oublier non plus. Chaque région a un terroir essentiel et il faut en être fier. On a la chance, on est un pays avec des façades maritimes, avec une géographie et des climats extraordinaires et donc des aliments extraordinaires, un savoir-faire d'élevage, d'agriculture. Il faut absolument le magnifier, c'est ça qui est important, à mon sens. Mais ça donne faim tout ça, tu vois. Merci, c'est le but. Ça donne envie de manger tout ça. Que dire d'autre? Comment donc ton podcast, parce qu'on va quasiment arriver bientôt à la fin de ce dernier direct. Les amis, donc ton podcast sort bientôt, Nathalie, c'est ça? Est-ce que tu es préparée? La Plume sur Masque, épisode 10, probablement demain, en ligne sur Facebook. Donc demandez-moi. Et puis sinon, je le mettrai sur une plateforme prochainement, j'espère. Voilà, parce qu'il y en a. Peut-être Spotify, peut-être sur Spotify. Voilà, peut-être Spotify, à voir. Voilà, et puis des livres bientôt aussi, enfin je l'espère, normalement 2 livres qui sortiraient en 2021 maintenant. Tu peux nous donner un peu les thématiques ou pas? Pardon? Tu peux nous donner des thématiques ou pas? Ou pas encore, c'est surprise? C'est trop confidentiel tant que, voilà, tu sais, on devient un petit peu prudent dans ce monde de brut. Donc voilà, non mais ce sera une surprise, ce sera l'occasion de se reparler, Thomas, en direct, avec grand plaisir au micro. Nathalie est là aujourd'hui, notre dernière invitée dans ce Bordeaux Food en déconfinement. Moi, je te remercie Eric qui a été là pour la collaboration technique avec la couveuse et Chicken Chico. Remercier tous les invités, il y en a eu de Olivier Doga, Thomas Ferro-Vilches, en passant par Mokorum, en passant par Aliénor, les cocktails de Polo, Alexandre Ducourtieu, Chef Jésus, Isabelle Wagner, qui c'est qu'on a eu, Vincent Marceau, que j'oublie personne. J'ai préparé une fiche que j'ai complètement oubliée, ça c'est pas bien. Sandine Ivadevalou, Charline. Pardon? Tiffany Rosé.
Oui, Tiffany aussi. Oula, que j'oublie personne. Si j'en oublie, vous me le dites. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure. Nous, je crois qu'on se croise la semaine prochaine, Eric, c'est ça pour ta grande première. Ouais, c'est vendredi 29 mai. On fait un premier grand direct, mais cette fois-ci avec les moyens techniques en présentiel, comme on dit maintenant pour dire que les gens sont là, avec les moyens techniques de la couveuse à film, des partenaires de la couveuse à film. On va faire à la fois, il va y avoir du bon gros live musical, comme on va faire très souvent maintenant pour remplacer les concerts en présentiel. Et il va y avoir aussi plein de chroniques, non seulement culinaires, mais pour discuter un peu de comment réagir. Et de façon très concrète, ça va être des conversations sur comment gagner du pognon aujourd'hui. Je le dis, voilà, c'est pas formaté, il n'y aura pas de tabou ni quoi ni qu'est-ce. On va réunir des gens qui sont autour des métiers de bouche, des gens qui sont autour des métiers de la culture, les salles de sport aussi, et on va essayer d'être inventif et de trouver des choses pour gagner du pognon, quoi, survivre. Mais avec légèreté, c'est la devise. J'oublie juste encore du monde. Chloé Casse de Grandpierre, j'oublie Eduardo Martin du Café Oz, j'oublie l'ami Alexis Braconnier de l'Ossise, le restaurant franco-australien de Paris. Je crois que j'oublie personne, j'espère. Moi, je vais vous remercier pour ce mois et demi parce que ça m'a fait moi très plaisir de vous proposer ce format que j'espère vous proposer dans le futur en présentiel, même en digital, mais plus tranquille. Vous souhaitez un bon vendredi, une bonne journée, un bon week-end. Je te remercie Nathalie parce que tu as été la dernière voyageuse de cette émission. Merci à toi, c'était super Thomas et je suis persuadée qu'on se retrouvera à l'antenne tôt ou tard. Et merci à toi pour ta générosité et ton accueil super chaleureux. Ben merci, je te rends l'antenne Eric. Eskelikaz Kolaster Arte Ondo Isan. À bientôt tout le monde. Merci Nathalie, merci Thomas, à très bientôt. Si je trouve le bouton, j'arrête le direct.